Le 16 décembre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Maurice Schumann déclare à la BBC, radio britannique, « Dans la dernière guerre, la femme a donné des centaines d'héroïnes à la liberté. Pour la première fois dans cette guerre, elle lui a donné des centaines de milliers de combattantes. » Alors certes, elles ne sont pas des centaines de milliers, comme l'affirme Maurice Schumann, porte-parole de la France libre, c'est-à-dire de la résistance extérieure, mais elles sont suffisamment nombreuses, elles ont accompli suffisamment d'actions pour être évoquées. Pour parler de ces femmes en uniforme, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Albertelli. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la résistance et de la France libre, auquel vous avez accordé de nombreux ouvrages, dont Elles ont suivi De Gaulle, Histoire du corps des volontaires françaises, publié en 2020 aux éditions Perrin. Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui et nous vous remercions pour cet entretien sur cette unité. C'est une unité qui a été créée le 4 octobre 1940 et qui a été institutionnalisée le 16 décembre 1941. Avant de nous intéresser aux spécificités de cette unité, je vous propose de contextualiser sa création, ses débuts, et voir comment l'introduction des femmes dans l'armée française se fait-elle à la fin des années 30, dans un contexte de marche à la guerre, puis au début de la Seconde Guerre mondiale, et voir en quoi les femmes du corps des volontaires françaises font-elles figure de pionnières en France. Alors, dans l'histoire longue de l'armée, en fait, les femmes ont, disons, au long du 19e siècle, été complètement exclues de l'armée. Et puis, elles ont été réintégrées progressivement pendant la Première Guerre mondiale, avant d'en être également éjectées à la fin de la Première Guerre mondiale. Et chacun peut trouver des images de femmes en uniforme. Et peut avoir l'idée, en regardant des photos, qu'on a des femmes dans l'armée. On a des femmes dans l'armée, c'est vrai, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas de femmes militaires. C'est-à-dire de femmes qui ont un statut militaire exactement le même que celui des hommes. Donc elles ont un uniforme, mais elles ne peuvent pas être officiers, elles n'ont pas de solde, elles n'ont pas de grade, elles n'ont pas évidemment de pension s'il leur arrive quelque chose, elles peuvent être renvoyées du jour au lendemain. Là, il y a une loi en 1938 qui encadre la manière dont elles peuvent être sollicitées, notamment évidemment on va avoir des ambulancières en particulier qui vont s'organiser dans des sections automobiles d'ambulancières, mais encore une fois, ce ne sont pas de véritables militaires à l'égal des hommes, ce sont vraiment des auxiliaires. Ce qui va être nouveau dans la France libre, totalement nouveau, c'est que cette unité, qu'on appelle d'abord le corps féminin, puis le corps des volontaires françaises, va être une unité réellement militaire dans laquelle les volontaires, les femmes qui vont s'engager, signent exactement le même engagement que celui des hommes pour la durée de la guerre plus 3 mois et vont avoir la possibilité d'être officiers, vont vivre en caserne, vont avoir une vraie vie de militaire. Donc on a là quelque chose qui est absolument nouveau, qui ne sera pas d'ailleurs solidement installé, c'est-à-dire que quelques années plus tard, des militaires hommes vont essayer de remettre ça en question, mais c'est vraiment le point de départ et finalement c'est ce qui va se passer dans l'armée française. À partir de là, les femmes vont effectivement avoir un vrai statut militaire dans l'armée française. Alors l'historiographie récente met en lumière les différences entre hommes et femmes engagés dans la guerre, notamment les différences relatives aux tâches effectuées, aux missions réalisées, à la rémunération, mais également à la reconnaissance à titre individuel ou aux traces laissées dans la mémoire collective au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, en creux, on peut aussi voir les ressemblances, les points communs. Quels sont donc ces points communs entre les femmes du corps des volontaires françaises et les soldats volontaires qui ont rejoint la France libre ? Alors, les points communs, vous voulez dire sur leur statut, sur leur place ou sur leur rôle? Les points communs sur le statut, sur les rôles, je pense qu'on parlera des tâches qui sont différenciées et qui subissent le poids des représentations de l'époque. Mais on peut l'aborder, bien sûr. Sur le statut, sur le papier, il n'y a pas de différence. Sur le papier, voilà, elles ont signé le même engagement que les hommes pour la guerre plus 3 mois. En pratique, on se rend compte qu'il y a quand même des différences, c'est-à-dire que pour un homme, l'engagement est sans retour. Sauf à mourir au front, l'engagement est sans retour. Il y a quelques Français libres qui vont rompre leur engagement et ça va faire scandale en règle générale, mais enfin ce sont des cas très très rares. Au contraire, on se rend compte que l'engagement pour les femmes, il est quand même tributaire
du rôle des femmes dans la société de l'époque. Et donc, on a des situations dans lesquelles, en fait, on va accepter pour les femmes ce que l'on n'accepte pas pour les hommes, c'est-à-dire la rupture de l'engagement. Ça peut être le cas, par exemple, en cas de mariage, ça peut être le cas en cas de grossesse. C'est souvent le cas pour celles qui demandent à rompre leur engagement parce que, par exemple, elles ont des parents vieillissants et qui ont besoin d'un support, enfin d'un soutien. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne fait jamais revenir un homme du front et on ne l'amène jamais à rompre son engagement parce qu'il a des vieux parents qui ont besoin d'aide. Par contre, on peut le faire pour une femme. Donc voilà, donc on a évidemment un engagement qui, si sur le papier, il est exactement identique, en réalité n'est pas tout à fait le même parce qu'il est tributaire du rôle traditionnel qu'on va donner aux femmes dans la société des années 40. Évidemment, on imagine que les tâches confiées sont elles aussi différentes. On parle souvent de femmes en uniforme et pas de femmes au combat. Alors, effectivement, on a une grande différence là, et ça n'est pas propre simplement à la France libre, c'est propre à l'ensemble des armées occidentales, américaines, britanniques, françaises. Et là, on a une grande différence avec ce qui se passe sur le front de l'Est avec l'armée rouge. Dans l'armée rouge, on estime qu'à la fin de la guerre, il y a à peu près 500 000 femmes qui sont affectées dans tous les postes et qui sont là réellement combattantes, tireuses d'élite, pilotes de chasse, pilotes de chars, etc., exactement à l'équivalent des hommes. Dans les armées occidentales et dans la France libre, le feu, le combat est réservé aux hommes. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Et donc les tâches en fait, qui vont être confiées aux femmes, eh bien, précisément, c'est de remplacer les hommes en âge de combattre pour que ces hommes puissent aller combattre. Et c'est d'autant plus important pour la France libre que la France libre manque de combattants. La France libre est un mouvement qui est sans arrêt à la recherche de nouveaux engagés et donc elle manque de combattants et donc tous les hommes jeunes doivent systématiquement aller au combat et donc on va mettre les femmes alors dans tout un tas de postes, évidemment des postes qui sont traditionnellement féminins de secrétariat mais aussi des téléphonistes, des conductrices, mais on va en avoir par exemple dans des postes qui sont quand même très inhabituels pour des femmes, plantons. Voilà, c'est quand même assez inhabituel. Voilà, il va y avoir des exceptions, on pourra peut-être en reparler, parce que certaines vont contourner cette exclusion du champ de bataille en optant pour un mode de guerre un peu différent, la guerre clandestine. D'accord. Bon, oui, on reviendra sur ces questions. Alors finalement, certaines femmes pouvaient s'attendre à une vie exaltante en s'engageant dans les rangs de la France libre et on l'a vu, les tâches qui leur sont assignées sont des tâches somme toute assez traditionnelles, notamment des tâches administratives et logistiques. Donc finalement, s'ennuie-t-on quand on appartient au corps des volontaires françaises? Alors, il y a effectivement un gros hiatus entre, disons, les aspirations de beaucoup de ces femmes et ce qu'elles font en réalité. Alors, ça pose un problème méthodologique parce que, évidemment, celles qui se satisfont de leurs tâches, finalement, ne disent rien. Et donc, on n'a pas forcément de traces de cette satisfaction dans les archives. Ceci dit, Claire Chicoteau, par exemple, qui est dactylo et qui tape des télégrammes complètement incompréhensibles toute la journée parce qu'ils sont codés, son amie Tereska Schwartz dit que ça lui va très très bien en fait. Elle faisait ça avant la guerre, elle fait là, ça lui convient parfaitement. Mais on a effectivement beaucoup de cas quand même de femmes qui sont déçues en fait, qui aspiraient à être extrêmement utiles, qui aspiraient à payer de leur personne, qui aspiraient pour certaines à aller au combat ou en tout cas à aller très près du combat, à aller avec les hommes au plus près possible du combat. Et donc pour elles, évidemment, bon, il y a une vraie déception. Une d'entre elles dit, qui vient de Nouvelle-Calédonie, dit j'ai quand même pas fait le tour du monde pour être taxi en fait. Voilà. Donc là, il y a un écart très fort. Et donc la guerre traînant en longueur, bon, il y a des femmes effectivement qui frisent le désespoir. Et finalement, combien sont-elles justement au début, au moment de la création du corps des volontaires françaises et au moment de la libération? Alors, vous parliez tout à l'heure des femmes dans la France libre ou dans l'armée française. Quand on prend le corps des volontaires françaises, sur toute la guerre, ça représente 600 volontaires. Elles n'ont jamais été 600 en même temps, précisément parce que certaines sont parties avant, etc. Mais dans l'ensemble, c'est 600. Lorsque l'unité a été créée, elle a été créée pour 100 femmes en 1940. Donc le premier contingent, c'est 100 femmes. Et puis petit à petit, il va falloir des négociations avec les Britanniques parce qu'il faut à la fois les payer, mais il faut aussi les former. Elles sont formées dans des écoles britanniques. Il faut les loger, etc. Et donc il y aura des négociations progressives pour faire monter les effectifs de l'unité. Et au moment où elles sont le plus nombreuses ensemble, peut-être elles sont un peu moins de 400, elles vont ensuite se mêler à d'autres femmes qui ne sont pas de cette unité-là, qui seront recrutées ailleurs, notamment en Afrique du Nord
à partir du débarquement américain, et elles vont se fondre dans une unité plus vaste, qui s'appelle les AFAT, et on estime qu'il y a à peu près 15 000 AFAT dans l'armée française à la fin de la guerre. Donc là, c'est loin d'être négligeable, et cette unité a été profondément influencée par la petite unité de la France libre. Elles vont bénéficier en fait de cette expérience et de ce statut qu'ont gagné les femmes à Londres. Alors, dans votre ouvrage, vous accordez un chapitre dans lequel vous interrogez sur l'esprit de corps qui pouvait régner au sein du corps des volontaires françaises. Et on pourrait penser que les clivages entre les militaires masculins et les engagées féminines pourraient contribuer à la création d'un esprit de corps. Mais est-ce vraiment le cas? Alors, l'esprit de corps n'est pas ce qui marque le plus cette unité. Alors, cette unité, elle a une particularité. À partir du moment où les femmes sont rémunérées, ont une solde, ça permet à tout le monde de s'engager. Les unités précédentes, dans lesquelles on avait concentré des femmes volontaires, non rémunérées, etc., c'était des unités qui étaient socialement homogènes, c'est-à-dire des sociétés qui recrutaient parmi l'élite de la population française, de la haute bourgeoisie, souvent de la noblesse, etc. Donc il y avait une forme d'homogénéité qui faisait que quand même l'entente était plus facile. On retrouve ça par exemple dans une unité comme les Rochambeau, voilà, où il y a un recrutement d'un certain niveau et assez homogène avec des jeunes filles souvent éduquées, enfin voilà. Parmi les volontaires françaises, ce n'est pas le cas. Parmi les volontaires françaises, je serais bien incapable de dresser un portrait robot des volontaires françaises parce que socialement, culturellement, elles sont extrêmement diverses. Et par conséquent, leur vie en commun est quand même quelque chose de très compliqué. Elles ont souvent du mal à s'entendre. Bon, s'ajoute à ça tout un tas de difficultés. Je veux dire, pour les femmes comme pour les hommes, la vie en caserne est quelque chose de compliqué. Le rapport à la hiérarchie des sous-officiers est quelque chose de compliqué. Le rapport à cette guerre qui traîne en longueur et dont on ne voit pas le bout est compliqué. Voilà, tout ça fait que l'unité de corps est difficile à créer. Par ailleurs, à la différence des unités masculines qui en fait sont formées pour ensuite vivre ensemble, combattre ensemble, enfin en tout cas agir ensemble, cette unité-là, ces jeunes femmes, ces femmes, mais c'est souvent des jeunes femmes, finalement, elles sont dans la même caserne, mais le matin, elles partent dans des unités différentes, dans des états-majors différents, elles se dispersent. Et donc, il n'y a pas cette unité de l'action au quotidien qui va créer une identité propre. Alors, toujours pour aborder ce corps des volontaires françaises, il semble que de plus en plus de femmes qui rejoignent les rangs de la France combattante ne manifestent pas de sympathie particulière pour le gaullisme, ce qui serait beaucoup plus rare au sein du corps des volontaires françaises. Quels sont donc les rapports des volontaires féminines au gaullisme ? Alors en fait, il y a ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'à partir de... Ça peut être un élément fédérateur, par exemple ? Le gaullisme ? Alors, pour certaines, en fait. Pour certaines, le gaullisme est évidemment un élément fédérateur. En fait, pour toutes les premières. C'est-à-dire que les femmes qui s'engagent en 1940, en 1941, même une bonne partie de 1942, ce sont des patriotes et ce sont des gaullistes. On a de multiples témoignages, et quand je dis témoignages, ce ne sont pas des témoignages d'après-guerre, on a de multiples textes qu'elles écrivent à ce moment-là qui prouvent qu'elles sont éminemment gaullistes, qu'elles croient en la France libre, qu'elles vénèrent le général de Gaulle, qu'elles croient en cette mission. Et puis après, l'unité, à partir de fin 42, vous voyez bien que la France dans la guerre, ça devient plus compliqué. Il y a le général Giraud en Afrique du Nord, il y a aussi les Américains qui ne soutiennent pas le général de Gaulle, et on va avoir plein de jeunes filles qui vont arriver des États-Unis. Toutes ne sont plus autant gaullistes. Certaines le sont, mais certaines le sont moins. Elles sont toutes patriotes, mais elles ont un regard plus ou moins distant par rapport au général de Gaulle. D'accord. Et puis, on peut s'interroger aussi sur les liens qui existent entre le corps des volontaires françaises et le prestigieux BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, autrement dit les services secrets de la France libre. Quel est le lien entre l'unité et le BCRA ? Alors, en termes d'unité, il n'y a pas de lien, dans le sens où ce sont deux unités de services de la France libre. Ceci dit, les services secrets, les services secrets de la France libre, ils ont une position très particulière dans la France libre et à Londres. C'est que c'est le service qui établit le lien entre Londres et la France occupée. Or, les Français libres, que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont des exilés. Ce sont des gens qui souffrent de cet exil et ce sont des gens qui, par conséquent, n'aspirent qu'à une chose, c'est précisément rentrer en contact, savoir ce qui se passe de l'autre côté. Si possible, être parmi les premiers à retourner en France au moment de la libération. Et donc, chez ces femmes comme chez un certain nombre d'hommes, c'est très net,
il y a une attraction pour les services secrets, pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, pour être en contact avec la vraie vie du pays. Voilà. Et donc, certaines vont vouloir aller travailler au BCA, beaucoup vont le faire, elles vont être secrétaires, elles vont être dactylos, elles vont travailler dans ce service avec des contraintes particulières en termes de secret, etc. Et puis, d'autres vont aller plus loin et vont vouloir sauter le pas et en fait être parachutés en France par les services secrets pour agir auprès de la résistance. Alors, que devient cette unité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que le corps des volontaires françaises contribue à ouvrir une voie au personnel militaire féminin dans l'armée au lendemain de la guerre? Alors, cette unité, c'est une unité londonienne qui disparaît au lendemain de la guerre et qui, en fait, dès 1944, se fond dans une armée française qui est réunifiée. L'armée française de la Libération, en fait, résulte de la fusion entre les forces du général de Gaulle, qui étaient, il faut le rappeler, de petites forces à l'échelle d'un pays comme la France, des forces recrutées en Afrique du Nord qui étaient rarement gaullistes, et puis de plus en plus de forces qui sont recrutées au fur et à mesure de la libération du pays en France même. Et donc, dans cette vaste armée qui se recrée, évidemment, l'unité de quelques centaines de femmes créées à Londres est complètement dispersée. Donc, en termes de nombre, ça ne représente pas grand-chose. Voilà. Ceci dit, l'influence est réelle parce que parmi les chefs de l'armée française qui se reconstituent, certains considèrent que l'expérience du corps des volontaires françaises, de cette unité féminine avec des droits, etc., devrait n'être qu'une parenthèse. Et qu'une fois la libération acquise, en fait, on doit revenir à la situation antérieure et donc à la fois enlever les femmes de l'armée, les priver de leur statut, etc. etc. Et c'est Hélène Terré, la patronne de l'unité à ce moment-là, qui se bat bec et ongle en Afrique du Nord en 1944 pour finalement obtenir le fait que les AFAT, donc les femmes de l'armée française, vont bénéficier de ce statut militaire que les volontaires françaises avaient acquis à Londres. Il n'empêche, au moment de la fin de la guerre, après la fin de la guerre, on revient à une situation qu'on a bien connue après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les militaires veulent enlever les femmes de l'armée, à l'exception, parce qu'ils en ont besoin, de quelques-unes qui se portent volontaires pour aller combattre en Indochine, là où on a besoin de volontaires. Pour le reste, la plupart de ces femmes vont quitter l'armée. Mais pas toutes. Et donc certaines vont quand même réussir à rester. Et donc on voit que l'expérience des Françaises libres va instiller quelque chose, une graine. Et finalement, en 1951, on va effectivement reconnaître la possibilité pour une femme d'être militaire, c'est-à-dire d'avoir une carrière militaire, pas seulement en temps de guerre, mais en temps de paix. Et à partir de là, les discussions vont durer des décennies pour petit à petit élargir le rôle des femmes dans l'armée jusqu'à ce que, dans les années, c'est assez récent, mais dans les années 80-90, elles accèdent même au statut de combattant. Merci beaucoup pour toutes ces questions et ces réponses, surtout sur le corps des volontaires françaises. Alors j'aimerais conclure sur une question qui était souvent posée à Geneviève de Gaulle. On lui demandait, comme à beaucoup de résistantes, et Geneviève de Gaulle ne faisait pas partie du tout du corps des volontaires françaises, mais à la question « Pourquoi vous êtes-vous engagée ?» Geneviève de Gaulle répondait en citant Georges Bernanos. Elle disait « L'honneur est un instinct, tout comme l'amour. » Et je trouve que ce mot dit magnifiquement l'impératif moral de cette résistante, mais aussi la force de l'engagement de toutes celles qui ont suivi de Gaulle, notamment donc les femmes du corps des volontaires françaises, car il ne faut pas nécessairement être armé pour mener un combat, et vous le montrez dans votre livre. Merci Sébastien. Merci à vous.